Les amis de nous les combattants.com, les citoyens combattants, aujourd'hui c'est avec plaisir que nous recevions l'honorable Jean-Mé Cambion. Il est chargé de communication du MLC, le porte-parole du MLC. Et avec lui, nous allons parler de l'accord cadre signé à Addis Abeba. Il doit nous expliquer comment il entend parler de cet accord. Est-ce que cet accord a ses garanties de réussite ou non? Il doit nous expliquer. Bonjour, honorable. Bonjour. Honorable, il y a eu l'accord cadre signé à Addis Abeba. Est-ce que, croyez-vous à cet accord? Est-ce que cet accord doit nous amener la paix en RDC? Écoutez, effectivement, tout dépend de la problématique. Si la problématique, c'est la pacification, la stabilisation définitive de la République démocratique du Congo, je vous répondrai tout de suite non. Si la problématique, par contre, c'est est-ce qu'à partir de cet accord, le régime en place se retrouve conforté dans ses positions et a une garantie internationale pour se maintenir au moins jusqu'en 2016, je dis effectivement oui. Mais nous, en tant que Congolais, ce qui nous aurait pu s'intéresser, c'est un accord de nature à ouvrir des perspectives de stabilisation à long terme de la République démocratique du Congo. Nous nous expliquons. L'accord tel qu'il se structure, fait la part belle aux thèses rwando-ougandaises accessoirement, qui voudraient que le problème de l'insécurité à l'est de notre pays soit un problème congolais. Ce problème réjaillissant sur l'ensemble de notre pays. L'accord a omis donc de dégager la responsabilité du Rwanda notamment, qui a été à maintes reprises cité dans des rapports. Pris comme tel, effectivement, nous pensons qu'il y a une sorte de pusillanimité diplomatique qui ne mériterait pas notre satisfecit en la matière. Donc, à côté de cela, il y a des clauses dans cet accord qui nous laissent tout à fait perplexes. Nous voulons parler de la clause qui fait état de la quasi-obligation de la République démocratique du Congo de gérer dans une optique quasi mutualiste ses ressources naturelles avec les pays voisins. Cela pose problème. L'intégration est une donnée dont nous ne pouvons pas faire fi. Je suis partisan de l'intégration étant un libéral, parce que le commerce international, tel qu'il se structure aujourd'hui avec la mondialisation, a besoin, pour y arriver en tout cas, il faut être compétitif, il faut être fort. Et intégrer, on est forcément plus fort. Mais ça doit être un choix. Ça doit être un choix, ça ne doit pas être une imposition. Lorsque cela devient une imposition, cela donne l'impression que les autres pays vont bénéficier des ressources de la République démocratique du Congo sans que cette dernière n'ait pris le temps d'analyser de manière stratégique où se trouveraient ses intérêts. Est-ce que nous avons intérêt à nous intégrer et à utiliser ceux que les autres savent et eux, inversement, ont intérêt à bénéficier de ceux qui pourraient être notre apport? Oui, c'est une approche de résolution de conflits qui n'est pas non négligeable, mais ce sont des thèses de ce qu'on appelle techniquement de la géoéconomie. Il vous souviendra qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et la France se sont trouvés des points de convergence à travers la mise en place de la CECA, la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui ensuite est devenue l'Union européenne et qui a consacré la pacification et le développement de l'Europe, en tout cas ces 60 dernières années. Pris comme tel, c'est un schéma qui ne nous paraît pas absurde, mais ça doit être le résultat d'une réflexion et d'une volonté de la République démocratique du Congo, pas d'une imposition extérieure. Ça doit être la conclusion d'une réflexion et d'une proposition de solution congolaise. Voilà pourquoi nous disons que cet accord pris comme tel et intégrant cette dimension-là nous donne l'impression que l'extérieur voudrait faire main basse sur les richesses du Congo, et cela dans un pays où le nationalisme est aussi exacerbé comme le nôtre. Cela posera problème. Vous voyez, donc il y a un certain nombre de considérations contenues dans cet accord qui nous laissent tout à fait perplexes. Mais il y a quand même un motif de satisfaction définitive pour nous, opposition, puisque dans cet accord, si vous lisez bien les engagements que cet accord oblige le gouvernement à prendre, on retrouve l'essentiel du laïus répété par l'opposition de manière inlassable depuis 2006. Des problèmes de gouvernance, des problèmes de démocratisation, des problèmes de réconciliation nationale, des problèmes de gestion économique d'une manière générale et de réforme des institutions, des réformes structurelles. Donc, faisons écho de cela, nous pensons qu'il
il y a là une justification à notre résistance en tant qu'opposition face à la malgouvernance, à la mégestion de la République consacrée par l'actuel pouvoir. Donc il y a des choses à prendre dans cet accord, mais il y a surtout beaucoup de choses qui mériteraient approfondissement et beaucoup plus de réflexion. À la question de savoir définitivement est-ce que la République démocratique du Congo a eu raison de signer cet accord. Je dirais, en observateur attentif des relations internationales, que la situation de la République telle qu'elle se présente ne permet pas aux gouvernants de se donner, de s'offrir des économies d'initiative. Tout ce qui peut contribuer à la paix, tout ce qui peut contribuer à faire avancer les choses doit être encouragé. Maintenant, la nuance à apporter, et c'est précisément là où pèse généralement le gouvernement, c'est que comme nous l'avons déjà remarqué, tous les chantres de la majorité sont montés au créneau pour se féliciter dans une perspective tout à fait erronée de ce qu'ils appellent une victoire diplomatique. Nous constatons simplement que c'est une habitude congolo-congolaise qui nous aide pas beaucoup, parce que cela nous amène généralement à passer à côté de l'essentiel. Ce qui, à contrario, devait être l'attitude du gouvernement, c'est de considérer la signature de cet accord comme une séquence stratégique, dans la définition d'une stratégie globale et générale visant, d'une part, à pacifier l'est de notre pays, à remettre le Congo au diapason de l'universalité dans des standards plus acceptables, ça veut dire une armée républicaine, un espace politique et national rassemblé, patriotique, autant de choses qui, mises ensemble et combinées avec cet accord, pourraient aboutir. Mais l'accord à lui tout seul ne peut pas constituer une solution, et prendre l'accord pour une solution, ce serait confondre la pacification et la stabilisation de la République et l'instinct de conservation des régimes qui se retrouvent en mal de préservation. Honorable, en vous entendant parler, c'est-à-dire vous ne croyez pas à cet accord, mais que préconisez-vous dans l'opposition pour qu'il y ait la paix dans notre pays? Nous pensons qu'effectivement l'accord tel que signé, avec l'implication et la contrainte de la communauté internationale, la possibilité d'envoyer dans le République démocratique du Congo un émissaire des Nations Unies spécialement chargé de faire le suivi de la surveillance des questions d'ingérence malveillante des pays étrangers en République démocratique du Congo, c'est une avancée que nous ne pouvons pas fondamentalement négliger, mais cela ne peut pas constituer la solution, et tout mon développement précédemment en donne des justifications. La solution pour la stabilité à long terme de la République démocratique du Congo passe par un consensus national, une réflexion nationale sur ce que nous voulons faire de notre pays. Nous avions accueilli plutôt favorablement l'idée d'une réflexion ou d'une concertation et d'un dialogue national, aujourd'hui tout à fait aminci par la majorité du fait de la signature de cet accord, et c'est tout à fait dommage, parce que il ne peut pas y avoir de solution extérieure sans une cohésion interne. La société congolaise est totalement divisée et éclatée. Il y a d'une part une minorité qui gouverne, et de l'autre part une diversité d'opinions contradictoires entre elles, mais aussi avec le pouvoir qui considère qu'il y a, pour certains, une problématique de légitimité. Donc ceux qui gouvernent n'ont pas le droit de gouverner, pour d'autres une problématique de gouvernance, donc ceux qui gouvernent ne gouvernent pas bien, et puis marginalement il y en a certains qui sont dans des logiques ou dans des approches extra-constitutionnelles consistant à se mettre tout à fait prêts à prendre les armes et à remettre en cause les institutions par les armes, nous faisons ici faire avec la possibilité de régir, de nous faire faire des bonds de 15 ans en arrière. Toutes ces problématiques vues comme telles démontrent l'acuité de la problématique et de la nécessité que nous impose la situation. Les Congolais doivent s'asseoir, réfléchir sur où en sommes-nous depuis le dialogue intercongolais, qui est le fondement, si vous voulez, de l'ordre institutionnel actuel. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui ne l'a pas été? Devrais-je vous rappeler que le dialogue intercongolais reste un dialogue fondateur dans la mesure où, au-delà de la mise en œuvre et des incompréhensions qu'il y a eu ensuite, dans son fond et dans sa rédaction, ça veut dire dans sa lettre, dans son esprit, c'est un accord qui avait recueilli
l'assentiment de l'ensemble de la classe politique et des forces vives de la nation. Etienne Tshisekedi avait signé, Gizenga, Bemba, Kabila, Rouberois, tout le monde avait signé, la société civile, les confessions religieuses. Donc ça reste un document fondateur qui avait établi la manière dont ensemble nous voulions construire et faire avancer notre pays. Les uns ont confondu l'élection de 2006 et de 2011 et ont considéré que la rente électorale ainsi conquise leur donnait le droit de faire tout et n'importe comment. La réalité les rattrape, donc il est nécessaire de repartir vers les conclusions du dialogue intercongolais et de voir à part l'élection quelles étaient les autres assignations. Pourquoi ne les avons-nous pas appliquées? Est-il encore possible, dans le cadre d'un bilan d'étape, de rattraper les choses et de redonner du tonus à la démocratie congolaise, de la vivacité aux institutions et ainsi de permettre de préserver ce qui est essentiel, ça veut dire les avancées, bien que minimes, mais qui sont un véritable trésor dans le combat permanent pour la conquête de la démocratie au niveau interne, mais de l'indépendance nationale au niveau international. Honorable, mais l'opposition demande qu'il y ait un dialogue national. Ne croyez-vous pas que si les pouvoirs en place acceptaient ce dialogue, n'est-ce pas, c'est donner à Kabila la chance de continuer à gérer ce pays jusqu'à l'infini? Mais écoutez, le problème, ce n'est pas de donner la chance à Kabila. Kabila, ce n'est que le président de la République. Ce n'est par ailleurs donc qu'un maillon d'une longue chaîne qui constitue les éléments nécessaires à la survie de la nation, à l'évolution de la nation. Focaliser tout le débat sur un individu, c'est personnaliser les choses et passer à côté de l'essentiel, et je trouve cela un peu court comme perspective, parce que ce qui est essentiel pour nous, c'est d'ouvrir un débat sur comment nous concevons la vie de notre pays et comment nous mettons les garde-fous pour que la démocratie devienne une réalité. C'est à nous d'être vigilants pour que le dialogue ne devienne pas un lieu où, par des manœuvres instrumentales, la majorité voudrait prolonger sa présence dans la gestion de la République. Mais l'opposition a été toujours dribblée, honorable. Quelles sont les stratégies prises pour contraindre toutes ces manœuvres? Il ne faut pas que nous nous trompions dans notre analyse. Qu'il y ait dialogue ou qu'il n'y ait pas de dialogue, Joseph Kabila est aux commandes. La preuve, vous l'avez encore vu avec le secrétaire général des Nations Unies et les présidents du monde entier pour venir signer le fameux accord cadre. Donc ça veut dire que ne considérons pas que en dialoguant entre nous Congolais, nous donnons forcément un quitus à Joseph Kabila. C'est peut-être en ne faisant rien que nous jouons objectivement et de manière civile le jeu du pouvoir. Vous croyez que la politique de la chaise vide empêche Kabila de dormir? Il était à Addis Abeba, il a signé son accord, il est tranquille. Il a une garantie internationale que ses voisins vont le laisser gouverner au moins jusqu'à 2013. Est-ce que ne rien faire et dire on vous laisse la République comme si elle était à vous, c'est la solution? Nous disons non. Nous disons il faut fédérer les intelligences, il faut considérer que le Congo est une cause commune, il faut entrer à l'intérieur et voir dans une logique d'entrisme comment est-ce que nous tous, nous pouvons faire pour que l'alternance devienne une réalité en 2016. Lui abandonner la République et l'initiative, ce n'est pas non plus une solution. Dans les deux cas, il y a des situations extrêmes. Participer, si vous n'êtes pas aguerri et malin, ça peut aboutir à renforcer le pouvoir et lui donner la possibilité effectivement de violer la Constitution et de se représenter après 2016. Mais ne pas participer, c'est également laisser un couloir à l'actuel pouvoir pour faire tout et n'importe quoi. Donc entre les deux, il y a de mon point de vue un juste milieu qui consisterait à participer de manière efficace à un dialogue, à établir un cahier des charges précis et avoir des objectifs clairs. Ces objectifs sont la définition d'un certain nombre d'axes de direction de la République qui devraient permettre finalement aux acteurs politiques de se mettre au service de la nation et d'agir dans le sens de l'intérêt supérieur du peuple congolais. Ok, que pensez-vous? Parce que même l'opposition parle du dialogue et Lambert Mende parle des concertations. Pouvez-vous nous donner une différence entre dialogue et concertation parlée par Mende? Non, c'est une habitude de nos amis du pouvoir. Lorsqu'ils étaient un genou à terre face au M23, ils avaient une attitude plus modeste. Maintenant que par des jongleries diplomatiques, ils ont obtenu
cet accord cadre qui donne en fait des garanties, si vous voulez, au régime, pas à la République, au régime actuel, d'avoir les moyens de se maintenir. Ils se rebiffent et ils veulent faire de la surenchère et réduire, amincir le contenu de ce qui était appelé dès le départ par les uns et les autres comme une initiative nationale, une rencontre nationale pour échanger et définir des stratégies pour faire rempart aux approches extra-constitutionnelles et permettre à la République, dans une perspective de refondation, de se relancer, de se consolider et de s'ouvrir les perspectives. C'est normal, ils font de la surenchère parce qu'ils ont eu cet accord au niveau international, mais c'est une erreur parce que, comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas une victoire diplomatique sotto sensu. Ils doivent considérer cela comme une étape stratégique parce que s'ils n'agissaient pas ainsi, s'ils considéraient que le conflit interne politique, les dissensions politiques internes n'avaient pas d'importance, ils pourraient être surpris. Ok, honorable, nous allons voir la fin de notre entretien, mais qu'est-ce que les Congolais de la diaspora peuvent retenir concernant l'avenir de notre pays dans une minute? Ils devraient simplement retenir que c'est une construction commune. Il n'y a aucune différence entre ceux qui vivent à l'étranger et ceux qui vivent ici. Et nous sommes liés par des liens de famille, par des liens de sang, par des liens d'amitié. Nous avons tous l'amour de ce pays, chacun avec les instruments qui sont les siens, et essaye d'apporter sa contribution. Donc j'ai la conviction que c'est dans la fédération des intelligences et des énergies que nous arriverons, eux qui se battent à l'étranger, nous qui nous battons sur place, à faire en sorte que la démocratie devienne une réalité dans notre pays et que l'avenir du Congo se fasse dans une logique de lendemain qui chante. Merci. Ok, je vous remercie, honorable. Merci à tous les Congolais de la diaspora. Anderson, le représentant de nous les combattants.com, Annick Malouka, Daniel Alita Continua, Roselyne le peuple d'abord, Patrick Tevel, Pacheli Cause Nationale. Je suis là votre humble serviteur, je suis là pour vous servir et je le resterai. Vraiment, bonjour à tous. Merci.